Collègues, nous allons débuter notre commission. Merci pour ceux qui sont à l'heure. Voilà, nous allons débuter. Alors, nous recevons ce matin une personne attendue par notre commission, puisque nous recevons le directeur de la Sécurité sociale, Pierre Pribile. Alors, je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et elle est retransmise en direct sur le site du Sénat. Elle sera disponible en vidéo à la demande. Monsieur le directeur, nous sommes heureux de vous accueillir à l'aube d'une session budgétaire qui s'annonce particulièrement dense. Nous connaissons à la fois le contexte économique et financier et le contexte en matière de calendrier. Comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 n'a pas encore été adopté par le Conseil des ministres, je suppose qu'il vous sera difficile de nous en parler aujourd'hui. Donc je le dis tout de suite par rapport aux questions qui pourraient être posées, puisque pour l'instant, même si je sais que vous travaillez sur le sujet, le texte, ou en tout cas le document, n'a pas été officialisé. Nous nous concentrons donc aujourd'hui sur le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023, qui devrait être prochainement inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Donc nous aurons dans notre calendrier, outre le PLFSS, nous débuterons par l'approbation des comptes de la sécurité sociale. Plus généralement, la situation financière de la sécurité sociale est un souci constant pour notre commission. Notre rapporteur général, Elisabeth Doineau, qui vient d'arriver, et les autres rapporteurs ont souvent exprimé leurs préoccupations face à un niveau de déficit désormais proche du niveau de remboursement annuel de la dette sociale par la CADES. Et c'est important de le rappeler. Et qui ne semble pas présenter de perspectives d'amélioration pour les prochaines années, si nous faisons référence notamment à la trajectoire financière que nous avions dans nos éléments lors de l'examen du dernier budget. Nous espérons que vous pourrez nous apporter des motifs d'espérer un tableau moins sombre à l'avenir. En tous les cas, nos rapporteurs seront amenés à vous poser un certain nombre de questions au regard de cette situation. Monsieur Pribile, je vais vous laisser introduire cette audition par un propos liminaire et ensuite les membres de la commission vous interrogeront. En premier lieu, je donnerai la parole à notre rapporteur général. Voilà, monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, mesdames, messieurs les sénateurs. Je vais être extrêmement bref dans mon propos introductif pour laisser la place aux questions, parce qu'effectivement, à la date à laquelle nous sommes, normalement, je devrais être en situation devant vous de faire un propos introductif peut-être un peu plus long sur ce que serait le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année qui vient. Mais ça n'est pas le cas pour les raisons que vous connaissez. C'est imminent. Nous y travaillons, nos équipes y travaillent actuellement d'arrache-pied pour être en situation, de façon à ce que le gouvernement soit en situation de vous présenter un projet la semaine prochaine. Peut-être un mot néanmoins d'introduction sur ce que contient le projet de loi d'approbation des comptes pour 2023, parce que quelque part il porte en germe ce que nous serons amenés à vous présenter pour l'année qui vient. Ce projet de loi, il vous présente la situation des comptes sociaux à l'issue d'un choc historique, qui est celui de la crise Covid, qui a impacté très très lourdement, vous le savez, les comptes sociaux, qui a d'ailleurs alourdi considérablement la dette sociale et amené à décider d'allonger la durée d'amortissement de cette dette. Il amène quelque part, une fois que se dissipe ce choc dans les comptes, qui était un choc conjoncturel, à constater, en sortie de ce choc, ce qu'est la situation financière de la sécurité sociale. C'est ça qui vous est proposé et qui vous est présenté dans ce projet de loi. Et j'insiste sur le fait, et en disant ça, je ne trahis pas de secret d'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité de l'an prochain. Je ne fais que retranscrire ce qui est déjà sur la place publique depuis la commission des comptes qui s'est tenue au mois de mai dernier. Les comptes tels qu'ils sont présentés à l'issue de l'exercice 2023, ne retrace pas encore un autre choc qu'ont subi les comptes sociaux, qui est un choc économique lié à la crise d'inflation, qui a pour effet d'impacter très lourdement les comptes sociaux, vous le savez, du fait notamment d'un écart entre la dynamique d'indexation d'un grand nombre de prestations et la dynamique spontanée des recettes qui est plutôt dictée par l'évolution des salaires. Ce qui a amené la commission des comptes de la sécurité sociale au mois de mai dernier à tracer la perspective d'un déficit des comptes sociaux qui s'aggraverait encore en 2024 et qui serait porté, selon les chiffres du mois de mai dernier, à 16,6 milliards d'euros. Donc, des raisons d'espérer, il y en a quand même, Monsieur le Président, et je vais m'arrêter là-dessus avant de vous laisser la parole. D'abord parce que ça n'est pas la première fois que les comptes sociaux
connaissent une dégradation de cette ampleur. Ça a déjà été le cas à l'époque, en 2008, souvenez-vous, suite à la crise des subprimes qui avait lourdement affecté l'économie française, et de ce fait les comptes publics en général et les comptes sociaux en particulier. Il s'en était suivi une décennie, presque, une décennie d'efforts pour la sécurité sociale qui, à la veille de la crise Covid, souvenez-vous, était quasiment à l'équilibre, était quasiment sur le point d'avoir amorti sa dette. Donc, le discours que je veux porter aujourd'hui, c'est à la fois un discours de gravité, parce que la situation des comptes sociaux n'est pas bonne, et que quand la situation des comptes sociaux n'est pas bonne, c'est une menace sur notre système de protection sociale. Il nous revient donc collectivement de trouver des solutions. Mais des solutions sont possibles, et l'histoire très récente nous a montré que c'était le cas. Il n'y a pas une fatalité à ce que les comptes sociaux soient dégradés et à ce que notre dette sociale, l'horizon de remboursement de notre dette sociale s'accroisse d'année en année. Nul doute que le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vous sera présenté sera une première étape de ce long chemin, mais nécessaire pour notre système de protection sociale. Voilà, je me tiens à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. Très bien, et je vais tout de suite donner la parole à Elisabeth Doineau, notre rapporteure générale. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Alors, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue, Monsieur le Directeur, parce que nous avions eu l'occasion de nous rencontrer lorsque vous étiez directeur de l'ARS, plutôt comme en Bourgogne-Franche-Comté, il me semble, la dénomination. Et je sais combien les efforts que vous aviez fait à l'époque sur ce territoire avait été marqué d'une forte approbation sur le territoire. Donc je ne doute pas que malgré la situation que vous découvrez sur les comptes publics de la sécurité sociale, vous ne serez pas retrousser vos manches et trouver avec nous des opportunités de redresser les comptes publics. En tout cas, j'ai 3 questions. Ma première question, puisque vous ne l'avez pas encore abordée, c'est finalement où en sommes-nous? Parce que, vous le rappeliez, la commission des comptes de la sécurité sociale nous annonçait en mai une prévision de 16,6 milliards d'euros de déficit. Est-ce que ça va être mieux? Pire? Moi, c'est ce que j'attends. C'est quel est votre chiffre aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà amorcé quelques mesures et est-ce que vous pourriez, du coup, nous les partager et en quoi elles pourraient apporter de l'amélioration? Ma deuxième question concerne l'article de la loi organique 111-4-4 qui concerne les niches sociales et l'obligation d'apporter une évaluation sûre et en tout cas exhaustive d'au moins un tiers d'entre elles, comme c'est écrit dans la loi. Or, en 2022, nous avions les uns et les autres souligné finalement le grand vide devant lequel nous nous trouvions. C'était assez sidéral. En même temps, nous avions compris que vous ne disposiez pas, en tout cas ce n'était pas vous, mais que comment les services n'avaient pas disposé de beaucoup de temps pour appréhender justement cette évaluation. Dans le cas de ce Plax 2023 qui arrive là dans quelques jours, l'annexe sur les niches a été enrichie d'un tome 3. Mais surprise, il ne fait que 4 pages. Voilà, donc un tome 3 de 4 pages, ça nous laisse encore sur notre faim. J'aurais donc 3 questions sur ce plan-là. La première, c'est l'annexe présente comme ayant fait l'objet d'une évaluation les allègements généraux de cotisations patronales qui représentent les 3/4 du coût total des niches. Il est vrai que dans un rapport d'étape de la mission confiée sur les allègements généraux par Elisabeth Borne à Antoine Boziot et Étienne Vasmer, a été publié en avril. Seulement, là encore, nous serions très curieux de connaître ce rapport. Alors, la presse semble, elle, beaucoup plus au courant que nous autres parlementaires. Donc, quand la publication de ce rapport sera-t-elle définitive? Enfin, sera-t-il définitif? Et est-ce que nous pourrions au moins en être destinataires? Ma deuxième question concernant ce sujet, serait-il envisageable de faire clairement apparaître l'efficacité des différentes niches dans l'annexe? Et on en avait déjà parlé au moment justement de la loi organique via un système de notation, comme c'était proposé dans le rapport Guillaume, bien sûr qui date, il date de 2011, mais en tout cas ça nous avait semblé un repère intéressant. La troisième question porte sur le prochain Plax, donc une centaine de niches sur environ 120 reste à évaluer. Comme je le disais, ça reste voilà, un travail de titan.
L'annexe dit seulement que ces travaux se poursuivent et certains aboutiront d'ici la prochaine loi de financement de la sécurité sociale, comme pour l'apprentissage, la loi Lodénom et donc d'autres aussi. Quels sont vos objectifs pour le prochain Plax? Prévoyez-vous d'évaluer au moins un tiers des niches conformément à l'obligation organique? Et ma dernière question porte sur le cas de la branche famille, qui est quand même assez original, disons-le. Et c'est vrai que la langue française est assez riche pour nous faire dire cela. La Cour des comptes avait passé d'un refus de certifier les comptes en 2022 à une simple impossibilité de certifier les comptes en 2023. On voit bien la subtilité linguistique, mais en même temps, on se dit que quand on regarde les indicateurs de risque financier résiduel, c'est-à-dire relatifs aux prestations dont le montant est erroné, on voit que celui à 24 mois ne s'améliore que légèrement et que celui à 9 mois continue de se dégrader. Alors, monsieur le directeur, quelle appréciation portez-vous sur cette impossibilité de certification? Pouvez-vous faire le point sur les actions en cours et surtout, êtes-vous confiant sur la certification des comptes 2024, à moins qu'on ne trouve encore dans la langue française suffisamment de mots pour refuser finalement d'accorder la confiance à ces comptes de la branche famille? Merci. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le directeur, je vous laisse répondre à ces premières questions. Alors, c'est 3 premières questions, si j'ai bien compris. La première, où en sommes-nous? Alors, c'est vrai que la perspective pour l'atterrissage 2024 de la Commission des comptes, c'était un déficit de 16,6 milliards d'euros, singulièrement aggravé, notamment du fait je vous disais, de l'impact du choc inflationniste qui se diffuse de manière différée dans les comptes sociaux, puisqu'on revalorise les prestations sur la base de l'inflation constatée l'année précédente. Donc c'est ça qu'on retrace dans les comptes 2024. Alors, c'est la commission des comptes de l'automne qui va vous donner le juste chiffre, mais ce que je peux vous dire, parce qu'on est en train de faire les calculs, c'est qu'on ne sera pas très très loin, un peu moins bien, mais pas très très loin de ces 16,6 milliards d'euros. Donc vous n'allez pas constater une dérive par rapport à ce déficit qui est, vous me direz, déjà suffisamment grave pour justifier l'action. Un autre indice qui vous permet de reconstituer les calculs beaucoup plus fins, je veux rendre hommage au travail des équipes qui sont en train d'être faits, vous le trouvez dans l'avis du comité d'alerte sur l'Ondam, qui a été rendu au mois de juillet, vous vous souvenez, et qui faisait état d'un dépassement qui se confirme de mois en mois de l'objectif de dépenses de l'ordre de 1 milliard d'euros. Évidemment, tout ça a un impact sur les comptes à due concurrence. Donc voilà, en tout cas, ça ne va pas bouleverser la lecture des comptes sociaux telle qu'elle a été déjà partagée en commission des comptes au mois de mai dernier. S'agissant des niches sociales, c'est vrai, vous avez raison de souligner que nous ne sommes pas encore au niveau des exigences de la loi organique en termes d'évaluation. Et en plus, c'est vrai que les circonstances font que l'évaluation, la principale, celle à laquelle nous nous référons effectivement dans l'annexe de ce projet de loi d'approbation qui porte sur les allégements généraux, qui est quand même un volume considérable, parce qu'effectivement, il y a, vous avez dit, 120, je crois, dispositifs que nous serions censés évaluer tous les 3 ans. Mais en réalité, la quasi-totalité de la masse financière, elle se trouve dans cette niche-là, ce qui explique la raison pour laquelle on a commencé par celle-ci en termes d'évaluation. Le rapport en question, effectivement, qu'on a pu vous transmettre, est un rapport provisoire. Et du fait du changement de gouvernement, le rapport définitif n'avait pas pu être remis au gouvernement précédent. En tout cas, ça ne présentait pas tellement d'intérêt à cette époque. Je crois pouvoir vous dire que ce rapport va être présenté au Premier ministre cette semaine et pourrait donc, je crois aussi, être présenté par les auteurs eux-mêmes devant le Haut Conseil des rémunérations, qui se tient, je crois, après-demain, et donc devrait être disponible là dans les heures, les jours qui viennent. Bon, pour autant, le rapport d'étape donnait une bonne idée je pense, de la conclusion vers laquelle se dirigeaient les économistes. Et c'est évidemment un point majeur que vous vous souvenez de l'intention, et c'est ça l'esprit de cette évaluation, c'est d'essayer d'évaluer dans ce que le rapport présente comme une forme de triangle d'incompatibilité ce que ces allégements généraux procurent, à la fois en termes d'emploi, d'abord, bien sûr, en termes
d'éventuels obstacles à l'évolution salariale, puisque comme cette réduction de cotisation est dégressive, elle vient renchérir le coût d'une augmentation salariale pour les salariés, pour les employeurs des salariés concernés. Et bien sûr, le troisième point de ce triangle, c'est le coût pour les finances publiques. Et il revient à la collectivité de trouver un bon équilibre entre ces trois objectifs évidemment importants, que de favoriser l'emploi, de favoriser l'évolution salariale et de maîtriser la situation des comptes publics. Et donc c'est ce chemin-là que ce rapport d'évaluation s'efforce de tracer. Et le Premier ministre, dans sa déclaration hier, a bien indiqué que l'évolution de ce dispositif faisait partie des outils qu'il souhaitait mobiliser pour favoriser la dynamique des salaires. Donc effectivement, comme le stipule l'annexe au projet de loi, nous avons d'autres évaluations en cours. Alors je ne pense pas qu'on va en évaluer 40 cette année, objectivement, pour être honnête avec vous, mais on commence par les plus importants. Et ce qui explique que l'annexe paraisse soit courte, elle est courte, objectivement, c'est qu'en réalité, nous ne procédons pas par copier-coller des évaluations conduites par d'autres organismes de contrôle ou d'évaluation. On procède plutôt par renvoi, l'idée n'étant pas que les services stricto sensu de la direction de la sécurité sociale procèdent eux-mêmes à ces évaluations, mais que plutôt elles sachent se saisir et mettre en perspective les évaluations réalisées par d'autres corps de contrôle, la Cour des comptes par exemple, des missions à la demande des autorités politiques, comme par exemple s'agissant des engagements généraux, ou l'inspection générale des affaires sociales et parfois l'IGF qui lui est à ce moment-là associé en général pour ce type d'évaluation. Donc on s'efforce de faire produire en quelque sorte par des corps de contrôle et d'inspection des évaluations, et parce que si mes seules équipes sont vaillantes mais quand même pas si nombreuses devaient s'atteler à ce travail, je ne vous cache pas que ce serait vraiment pas possible. Donc on va progresser en taux de couverture je vous disais le chiffre de 120 est effrayant. Mais en taux de couverture, du fait de ce poids écrasant des engagements généraux sur l'ensemble des masses financières, on est à plus de 90% de ces dispositifs évalués. On sera sans doute l'année prochaine autour de 95, donc on progresse. Mais je reconnais qu'en nombre de dispositifs, on n'est pas encore loin de là au niveau de l'exigence de la loi organique. Et puis, s'agissant de la certification des comptes, je voudrais... alors, effectivement, la sémantique est riche sur ce sujet, mais je voudrais quand même, et je pense ne pas trahir l'avis de la Cour en faisant cela, traduire cette inflexion par quand même une inflexion favorable. La Cour a refusé de certifier l'année précédente, elle se dit aujourd'hui dans l'impossibilité de statuer. Bon, dans le langage de la Cour des comptes, nous comprenons ça comme une forme d'inflexion favorable, et enfin, après tout, vous leur poserez la question. Pourquoi cela ? Parce que il y a d'abord et quelle perspective, parce qu'au fond c'est aussi ça votre question. D'abord, un acquis, c'est que la branche famille a mis en place un plan d'action assez lourd pour améliorer son contrôle interne et être en situation de présenter des actions de contrôle qui satisfassent davantage la Cour des comptes. Ce plan d'action, le début de sa mise en place remonte à la fin de l'année 2023. Donc en quelque sorte, avec cet avis, la Cour des comptes salue la mise en place de plan d'action, tout en estimant qu'il est quand même, et elle a bien raison, qu'il est trop récent pour en tirer des conclusions ou qui lui permettent de certifier les comptes. Donc, par rapport aux perspectives que vous me demandez, il y a une perspective favorable, c'est que la prochaine fois, il y aura 1 an de plan d'action, et croyez-le, ça occupe suffisamment les équipes de la Caisse nationale d'allocation familiale et mes propres équipes que d'assurer le suivi et le pilotage de ce plan pour que, j'espère, la Cour des comptes puisse non seulement rendre hommage à ses travaux, mais se satisfaire de ses premiers résultats, de ses premières années de résultats. La deuxième raison qui amène la Cour à émettre cet avis assez insatisfait et insatisfaisant, c'est, vous le savez, tient au mode de calcul d'un certain nombre de prestations qui sont versées par les CAF. Je pense notamment au RSA, la prime d'activité. Et là, la mesure majeure
que nous sommes en train de mettre en place consiste, et qui va sécuriser incroyablement le calcul à bon droit de ces prestations, consiste à être capable de pré-remplir un certain nombre de déclarations des allocataires sur leurs ressources. Alors pas toutes, parce que nous n'avons pas connaissance de toutes les ressources de tous les Français, mais au moins celles qui sont d'ores et déjà déclarées dans nos systèmes de déclaration sociale. Eh bien, ceux-là vont être désormais pré-remplis. L'objectif de cette réforme, c'est qu'elle entre en vigueur l'année prochaine, mais à l'heure où je vous parle, et depuis hier, nous l'expérimentons dans 5 départements. Donc, alors, vous me direz, peut-être ça va être la même chose pour la Cour des comptes, c'est quand même suffisamment récent pour que sans doute la Cour ne puisse pas s'appuyer sur les premiers mois d'expérimentation, mais c'est un pas majeur vers la sécurisation du calcul à juste droit de ces prestations. Et nous allons être en situation, alors évidemment les allocataires pourront modifier le pré-remplissage, c'est un peu comme pour la déclaration d'impôt, ils peuvent modifier, mais le fait qu'un allocataire modifie va nous amener à nous intéresser aux raisons pour lesquelles la déclaration a été modifiée, soit parce que notre propre système a dysfonctionné, ça peut arriver quand même, soit parce que l'allocataire procède à une déclaration erronée, ça va nous permettre de cibler les contrôles et d'être en capacité de nous assurer mieux que par le passé du versement à juste droit de ces prestations. Et le dernier élément que je voudrais vraiment, notamment par rapport au projet de loi, parce que je sais que c'est ambigu, pour autant, la Cour des comptes a émis un avis favorable sur la cohérence des chiffres qui vous sont présentés. Ces chiffres ne sont pas farfelus. Elle dit bien que les tableaux d'équilibre et le tableau de la situation patrimoniale de la sécurité sociale tel qu'il figure dans ce projet de loi sont cohérents. Donc, ne pensez pas que cette impossibilité de certifier, c'est ça la sémantique effectivement cette année, jette un soupçon sur la sincérité et la qualité des chiffres qui vous sont présentés, qui retracent précisément la situation comptable de la sécurité sociale dans son ensemble et de la branche famille en particulier. Merci, monsieur le directeur. Je vais donner maintenant la parole à nos rapporteurs de branche. Je commence par Corinne Imbert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre présence devant la Commission ce matin. Alors, on ne parlera pas de l'ONDAM 2025, même si la question me brûlait les lèvres, mais j'ai bien compris que ce serait hors sujet. Alors, revenons à l'ONDAM 2023 et 2024. La loi de financement pour 2023 a fixé l'ONDAM à 244,3 milliards d'euros avant que les lois de financement rectificatives pour 2023 et initiale pour 2024 ne viennent le modifier pour atteindre 247,6 milliards d'euros. C'est pas rien. L'année dernière, pour l'ONDAM 2024, nous étions presque à 250 milliards d'euros. La Commission et moi-même avons maintes fois émis des réserves sur la cohérence et la crédibilité des montants présentés, jusqu'à nous faire douter de la sincérité de l'ONDAM sur lesquels nous avons eu à nous prononcer. Je constate que sur un même exercice, la prévision a varié de 3,3 milliards d'euros, sans contexte épidémique particulier, et avec, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, des effets de l'inflation qui étaient tout de même anticipables. L'exécution constatée est présentée à 247,8 milliards d'euros, soit un dépassement même par rapport à la dernière révision faite en novembre 2023. Nous devons aujourd'hui constater un écart donc de 3,5 milliards d'euros par rapport à la prévision initiale votée en loi de financement de la sécurité sociale. Ça devient à la fois un écart considérable pour atteindre un montant de l'ONDAM assez vertigineux. Comment expliquez-vous que nous n'ayons pas pu retrouver, malgré la fin de la crise sanitaire, un pilotage effectif des dépenses de santé? Comment garantir un ONDAM initial crédible, d'où mon attente pour 2025, et mettre fin aux révisions substantielles en cours d'exercice et encore davantage au dépassement lors de l'exécution? Pour 2024, il semble que le dépassement à venir soit supérieur même à ce que le comité d'alerte, et sans leur faire injure, qui a alerté, et vous l'avez évoqué, un dépassement, un glissement de plus d'1 milliard d'euros. Comment l'expliquer et à quelle ordre de grandeur devons-nous nous attendre pour la révision de l'ONDAM 2024? Alors, je vous posais la question du dépassement. Plusieurs facteurs sont mis en avant, notamment un dépassement régulier de l'ONDAM qui s'expliquerait par le dynamisme des dépenses de soins de ville. À plusieurs reprises ces dernières années, la Cour des comptes a souligné le caractère lacunaire des outils de régulation.
Notre commission a formulé plusieurs propositions ces dernières années pour améliorer le pilotage des dépenses de soins de ville et l'information du Parlement sur les faits financiers des conventions professionnelles. Celles-ci ont systématiquement été refusées par les gouvernements précédents. Comment les dépenses conventionnelles de soins de ville, c'est-à-dire pour l'essentiel les honoraires de professionnels de santé, pourraient-ils, selon vous, être mieux suivis et régulés en cours d'exercice ? La direction de la sécurité sociale travaille-t-elle à faire évoluer l'exercice conventionnel et à améliorer l'information du Parlement sur les effets financiers des conventions conclues avec l'assurance maladie ? Enfin, une dernière question autour des médicaments anticancéreux, puisque la Cour des comptes consacre un chapitre sur ces médicaments, en soulignant que les dépenses de médicaments innovants anticancéreux délivrés à l'hôpital et inscrits sur la liste en sus ont fortement augmenté. Pour mieux réguler ces dépenses, la Cour propose dans son rapport d'envisager dès la première négociation du prix de certaines molécules avec les entreprises du médicament de fixer une trajectoire pluriannuelle de baisse de prix afin de planifier leur sortie de la liste en sus. Quel regard portez-vous sur ce sujet et sur cette proposition ? Des réflexions sur cette question de la régulation des dépenses de médicaments anticancéreux et de la liste en sus sont-elles en cours ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole tout de suite à Pascale Gruny. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre présence ce matin. Alors, moi, je vais vous interroger sur l'aggravation du déficit de la branche vieillesse et sur les prévisions d'équilibre du système de retraite. Alors, vous avez dit il y a peu que les chiffres n'étaient pas farfelus. Mais en revanche, on a beaucoup de chiffres différents et parfois on est un petit peu perdu. Alors, je vais tout d'abord rappeler que le chiffrage du déficit de la branche vieillesse pour l'année 2023 fait l'objet de plusieurs révisions. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 l'estimait à 3,6 milliards d'euros. La prévision a ensuite été corrigée à 3,8 milliards d'euros par la loi de financement rectificative du 14 avril 2023. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 l'a ensuite portée à 1,9 milliard d'euros. Et enfin, selon le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année 2023, il s'élèverait finalement à 2,6 milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez expliquer ces différences ? Et la deuxième question, sur la réforme des retraites, où on prévoit le retour à l'équilibre en 2030, avez-vous effectué le chiffrage des revalorisations de pensions successives intervenues en juillet 2022 et au 1er janvier 2023 et 2024 ? Et dans le contexte inflationniste, pensez-vous que cet équilibre soit toujours tenable ? Je vous remercie. Monsieur le directeur, je vous laisse répondre à ces deux séries de questions. Merci. Alors, s'agissant de l'ONDAM, effectivement, l'ONDAM a fait l'objet de révisions, l'ONDAM 2023, pardon, a fait l'objet de révisions successives, et je comprends le doute que cela peut faire germer dans votre esprit et dans l'esprit de tous ceux qui observent tout cela sur notre capacité à réellement piloter ou à ne faire que constater des dépenses qui évoluent défavorablement. Je pense qu'on en est capable et que l'ONDAM a démontré par le passé qu'il était un outil de pilotage efficace, même parfois certains diraient trop efficace. Hein. Donc je pense que l'instrument a montré par le passé, on a suffisamment de recul là-dessus, qu'il était efficace. Pourquoi, sur la période récente, l'est-il moins ? D'abord, du fait de ce choc inflationniste, c'est vrai que l'ONDAM ne se prête pas à... D'ailleurs, qu'un choc inflationniste vient percuter une telle masse de dépenses, si vous permettez l'expression, ça amène à des décisions qui ne sont pas forcément anticipables au moment où on construit l'ONDAM de l'année suivante. Il est normal qu'il ait été décidé un certain nombre de revalorisations salariales dans la fonction publique et dans tout le secteur économique pour faire face à ce choc d'inflation et protéger les bas salaires. On ne pouvait pas anticiper l'ampleur de cette augmentation salariale qui a un effet massif sur la rémunération des hospitaliers et donc sur l'ONDAM et une grosse partie des révisions que vous avez signalées enregistrent l'impact de revalorisations qui ont été décidées en cours d'exercice. Donc c'est vrai que dans ce moment-là, on ne sait pas absorber
je crois que pour l'hôpital, c'était de l'ordre de 1,6 pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, de l'ordre de 1,6 milliard d'euros, l'impact de ces revalorisations. Vous voyez bien que absorber à Ondam constant une augmentation de dépenses de 1,6 milliard d'euros en infra-annuel, en pratique, ça n'est pas possible. Donc, effectivement, face à un choc de cette nature, l'Ondam ne peut qu'enregistrer quelque part le choc, sauf à surréagir et à amener alors des décisions qui seraient peut-être pas souhaitables sur les modes de financement de notre système de santé. L'autre élément, et là je fais plutôt référence pour l'exercice 2023, ce qui s'est passé en ville, c'est que je vous assure que mes équipes passent énormément de temps à faire des prévisions fiables. Pour autant, et notamment s'agissant du dynamisme des indemnités journalières, par exemple, qui étaient en cause en 2023, qui l'est encore en 2024, force est de constater que la rupture de tendance qu'a généré la crise Covid met du brouillard sur les séquences de données et qu'on a énormément de mal, vous savez, pour prédire. En général, on regarde ce qui se passe dans le passé. La séquence d'évolution de ces dépenses a été tellement perturbée par cette crise qu'on a du mal à prévoir correctement l'évolution des dépenses sur les années futures. Ça va s'estomper nécessairement, parce que ce qu'on a constaté en 23, ce qu'on est encore en train de constater en 24, à chaque fois vient enrichir la façon que nous avons de prévoir le dynamisme spontané des dépenses pour l'année future. Mais quelque part, ce brouillage que la crise Covid a généré sur notre compréhension des dynamiques d'évolution des dépenses de santé, et notamment en ville, est en train de se dissiper et devrait nous permettre, je l'espère, de faire en sorte que l'Ondam retrouve cette capacité à assurer un pilotage effectif de nos dépenses. Pour l'année 2024, je vous l'ai dit, le dépassement de l'ordre du milliard d'euros tel qu'il a été souligné déjà par le comité d'alerte au mois de juillet se confirme, et c'est celui-ci que vous allez vraisemblablement retrouver dans notre constatation, enfin dans notre prévision d'atterrissage de l'Ondam. Je souligne qu'il est normal que le comité d'alerte n'ait pas déclenché l'alerte, parce que le seuil d'alerte est plus élevé. Il se situe à 0,5% de l'Ondam, mais on n'est pas effectivement pas très loin, avec des causes qui sont celles qui sont énoncées dans le rapport du comité d'alerte, qui sont proches de celles de l'an dernier, notamment sur les indemnités journalières, qui restent très dynamiques en 2024, pour des raisons qui ne sont pas simples à déterminer. Et aussi une bonne nouvelle, mais vous savez, on craint les bonnes nouvelles parce qu'on voudrait qu'elles se confirment, mais il semble que l'activité hospitalière soit dynamique, plus que nous l'avions escompté, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le rattrapage de l'activité à l'hôpital se confirmerait. Mais voilà, je reste sous toute réserve. Un petit mot sur effectivement la régulation en cours d'exercice des dépenses de soins de ville. C'est très complexe, vous voyez bien, parce que ça engage la régulation du revenu de milliers d'individus. Il est très compliqué d'expliquer à une infirmière libérale que son revenu en cours d'année est susceptible d'évoluer du fait du rythme de consommation de dépenses de soins de l'ensemble du système de santé. En macro, on pourrait espérer avoir ce type de dispositif, mais c'est très compliqué quand on échange à l'échelle individuelle de concevoir un dispositif de cette nature. Pour autant, évidemment, du coup, ça impacte la question de comment est-ce qu'on intègre les conventions dans notre prévision, dans notre rythme de dépenses, de deux manières. D'abord, en étant sincère en construction de l'Ondam dans ce que les conventions qui vont entrer en vigueur l'année qui suit sont prises en compte dans notre prévision d'évolution des dépenses, et je vous garantis que c'est le cas. Et d'autre part, vous savez, l'effet de 6 mois, il y a une règle qui fait que les conventions n'entrent en vigueur que 6 mois après leur signature. Ça nous donne en général le temps d'intégrer finement l'impact de cette convention sur l'Ondam de l'année suivante, parce que quand même à 6 mois près, sauf à ce que la convention soit signée le 1er janvier, ce qui est la situation la plus défavorable pour intégrer un éventuel coût inattendu. L'effet plein des mesures se fait surtout sur l'année suivante, et donc on a le temps de concevoir un Ondam qui intègre complètement l'impact économique de cette convention. Et s'agissant des dépenses de médicaments, j'entends le rationnel de votre recommandation d'une trajectoire pluriannuelle de baisse de prix. Ce qui fait sans doute obstacle à ça, c'est que la négociation, je ne dis pas que ce soit un obstacle définitif, c'est que la négociation est déjà très compliquée à l'entrée.
pour ces nouveaux produits, très onéreux parce qu'ils apportent aussi un bénéfice majeur. Donc la négociation est complexe. Et c'est vrai que si on doit en plus négocier la trajectoire des baisses de prix futures, alors là, on risque d'avoir soit une difficulté à négocier jusqu'au bout. Et c'est vrai que nous souhaitons, dans notre système conventionnel, éviter les décisions unilatérales et nous privilégions la voie conventionnelle. Et d'autre part, ça pourrait amener alors le délai de la négociation à être encore plus long. Et déjà, il nous est reproché qu'il soit élevé. Et en même temps, si ce délai est élevé, c'est parce que vous voyez d'ailleurs dans certains prix accordés, des innovations majeures, les demandes sont parfois extrêmement élevées, en coût unitaire même par patient. Et donc il est normal que le comité économique des produits de santé prenne le temps de ramener à la raison parfois certaines demandes qui excèdent nos capacités et parfois, je dirais même, la raison. S'agissant de la branche vieillesse, alors les révisions étaient peut-être un peu plus mineures, mais peut-être, Harry, peux-tu nous expliquer les sources de ces évolutions en cours d'exercice? Oui, donc vos chiffres en effet concernent les ROPS vieillesse hors FSV, si j'ai bien retenu vos chiffres. Donc en effet, on était à 3,6 milliards en LFSS 23 de déficit, qui est passé en effet par un point bas à 1,9 milliard d'euros en rectification en LFSS 24 et en clôture 2,6 milliards d'euros. Alors juste, les relations financières avec le FSV font que si on intègre le FSV, les révisions sont d'un ordre de quelques centaines de millions d'euros de moins, puisqu'il y a les vases communicants, notamment au titre de la prise en charge chômage. Mais le constat demeure. En fait, les deux facteurs très importants à avoir en tête, c'est qu'entre la LFSS 23 et la LFRSS 23 qui a porté la réforme des retraites, on a eu tout simplement un effet net des mesures, des premières mesures d'âge nettes, notamment de la question de la revalorisation du MICO, qui était plutôt défavorable. Donc on est passé en effet sur les branches vieillesse régime de base de 3,6 à 3,8 milliards d'euros. Et après, l'écart qu'on a eu in fine à la clôture en passant par ce fameux point haut en 2024 en termes d'amélioration du solde, c'est que la masse salariale du secteur privé, initialement prévue en septembre 22 à 4,8% de progression, a été prévue en révision en nette hausse, donc au titre de 2023 bien entendu, à 6,3% en septembre 2023 pour la partie rectificative 23 de la LFSS 24. Et in fine, ça a été finalement un peu moins bon que ce qu'on pensait, mais meilleur que la LFSS 23 à 5,7%. Et donc c'est vrai qu'on est passé au global de 3,6 milliards de déficit à 2,6 milliards en passant par, en septembre 23, une vision encore plus favorable à 1,9 milliard. Ça fait à peu près l'essentiel. Après, il y a eu aussi des choses sur les recettes qui sont affectées à la branche. Le forfait social aussi a pu connaître quelques petits mouvements et la taxe sur les salaires, mais l'essentiel, c'est quand même cela, quoi. Donc c'est le contexte, dit autrement, c'est vraiment le contexte macroéconomique dans le cadre d'une incertitude très forte en septembre 22, donc initialement, sur les conséquences du choc d'inflation. Et pour terminer, vous m'interrogez sur les perspectives de retour à l'équilibre à l'horizon 2030. Je crois que le Conseil d'orientation des retraites a répondu malheureusement à cette question. Effectivement, la dégradation, le choc d'inflation d'une part, il faut avoir en tête que la revalorisation des pensions sur l'inflation telle qu'elle a été réalisée au 1er janvier 2024, ça représente une dépense supplémentaire de 15 milliards d'euros, de l'ordre de 15 milliards d'euros pour les finances publiques. Donc c'est pas négligeable et c'était évidemment pas prévu au moment de l'examen du projet de loi sur portant réforme du système de retraite. Et l'évolution des perspectives macroéconomiques, telles qu'elles sont retracées dans le rapport du corps, montre bien que cette perspective d'équilibre est désormais derrière nous à horizon de 2030. Merci beaucoup. Je continue avec nos rapporteurs. Je donne la parole maintenant à Chantal de Seyne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je voulais vous interroger sur deux points. Premièrement, sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé qui est entrée en vigueur il y a tout juste un an. Nous avions alerté que cette déconjugalisation pouvait avoir des conséquences à la fois sur les montants versés et sur le nombre de bénéficiaires de l'AAH. Le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale indique la même chose. Est-ce que vous avez des premières données qui permettent de mesurer les effets de cette mesure? Et savez-vous si des difficultés ont été rencontrées lors de sa mise en œuvre? Ma deuxième question porte sur la situation des EHPAD.
Nous venons de rendre avec mes collègues Solange Nadig et Anne Souiris un rapport sur la situation financière des EHPAD, dont les conclusions sont très préoccupante puisque en moyenne 66% des établissements se trouvent en grande difficulté. L'an passé au PLFSS, non c'était un petit peu plus tard d'ailleurs, pardon, un fonds d'urgence de 100 millions d'euros avait été débloqué pour venir en aide à ces établissements en difficulté. Est-ce que vous pensez judicieux de reporter cette aide d'urgence pour 2025 et quelles mesures pourriez-vous préconiser à long terme pour la situation des EHPAD? Je vous remercie. Et Merci beaucoup. Pardon. Je précise simplement, je voudrais m'excuser auprès de vous, monsieur le directeur. Je dois enchaîner avec une autre réunion à 10 heures, donc je n'entendrai peut-être pas vos réponses, mais je les lirai avec beaucoup d'attention. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Marie-Pierre Richer. Merci, Monsieur le Président. Je suis là. Monsieur le directeur, alors, donc, moi, je suis rapporteur sur la branche ATMP. Donc, mes deux questions vont être sur cette branche. Dans le cadre du comité de suivi de l'accord national interprofessionnel, donc pour la branche ATMP en date du 15 mai 2023, les partenaires sociaux ont abouti à une proposition ambitieuse pour refonder et moderniser le mode de calcul de la rente ATMP avec la création d'une part fonctionnelle dépendant d'un taux d'incapacité spécifique. Quel regard la DSS porte-t-elle sur la proposition des partenaires sociaux? Estimez-vous qu'elle est finançable et techniquement réalisable? Enfin, ma seconde question porte sur la sous-déclaration des ATMP, puisque c'est une branche excédentaire. Ce n'est pas mieux qu'elle soit excédentaire que déficitaire. D'après nos informations, le dernier rapport sous la sous-déclaration des ATMP doublerait ses précédentes estimations concernant le montant de prestations liées à des ATMP indûment prises en charge par la branche maladie. Je vous avoue qu'il est difficile de comprendre comment, malgré tous les efforts mis en œuvre par les entreprises et les professionnels de santé ainsi que les caisses, la sous-déclaration aurait pu doubler en 3 ans. Quelles pistes peuvent-elles donc être avancées pour expliquer cette dynamique de la sous-déclaration? Je vous remercie. Merci. Et enfin, Olivier Hénaud, pour la branche famille. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur. Deux questions concernant la branche famille, une sur les indemnités journalières dans le cadre du congé maternité, une qui concerne plus précisément les allocations familiales pour les familles nombreuses, et une plus personnelle sur la prévention dans le domaine de la santé. Alors concernant les indemnités journalières, elles ont été donc transférées à la branche famille. Ce coût a été estimé à 2,1 milliards en 2023. Et donc, selon le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale, ça a des conséquences, bien évidemment, sur l'excédent de la branche famille, qui a été réduit ainsi de 1 milliard en 2022, 0,9 milliard en 2023, et qui continue de diminuer et qui pourrait être de 0,2 milliard en 2024. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Et quelles sont les prévisions, puisque ces indemnités journalières ont augmenté de 19% entre 2015 et 2023? Quelles conséquences financières sur la branche famille? Et est-ce que vous jugez que les capacités de la branche famille restent suffisantes pour avoir une politique digne de ce nom? La deuxième question concerne donc les allocations familiales pour les familles nombreuses, puisque la Cour des comptes, dans ce rapport, a dit qu'il fallait repenser ces allocations familiales et mieux analyser le montant des économies obtenues via la modulation des conditions de ressources des prestations familiales. Est-ce que vous avez un regard sur cette question et vous avez entamé une réflexion sur l'amélioration de l'efficacité et de la cohérence des prestations en faveur des familles nombreuses? Je pense notamment à l'articulation du complément familial avec les autres prestations. Et enfin, une dernière question plus personnelle qui concerne la santé. Est-ce que vous identifiez les dépenses en matière de prévention santé? Sont-elles en augmentation? Parce qu'à mon sens, et à notre sens d'ailleurs, ce sont des dépenses positives et dynamiques qui génèrent des économies demain. Et quelles perspectives par rapport à ces dépenses? Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je vous laisse la parole. Alors, s'agissant des questions sur l'AH et les EHPAD, je dois quand même vous dire que les questions n'est pas totalement dans le champ de ma direction, puisque c'est plutôt la direction générale de la cohésion sociale. Je ne sais pas répondre à la question sur l'AH parce que ce n'est pas une prestation de sécurité sociale. Son coût n'est d'ailleurs pas du tout dans le périmètre des dépenses que nous évoquons ici. S'agissant de la situation financière des EHPAD, en revanche, effectivement, une partie seulement, vous savez, hein, du financement des EHPAD relève de la branche autonomie, donc de la sécurité sociale. Et d'ailleurs, effectivement, le fonds d'urgence auquel votre collègue a fait référence tout à l'heure est une des raisons qui, dans le cadre de la loi d'approbation des comptes, impacte l'évolution de l'ONDAM, puisque le déblocage de ce fonds d'urgence nous avait conduit à majorer les dépenses au titre du fonds d'intervention régional d'une centaine de millions d'euros, je crois. Voilà, à ce stade, je ne sais pas répondre sur les perspectives de l'année en cours, qui relèvent de décisions plus politiques. Et l'évolution de l'ONDAM dont je parlais tout à l'heure n'intègre pas une éventuelle dépense supplémentaire à ce titre. S'agissant des ATMP, alors effectivement, on a bien pris connaissance non seulement de l'accord, mais aussi, vous savez, des conclusions d'un groupe de travail qui a eu lieu ultérieurement à cet accord pour en préciser le contenu, s'agissant de l'évolution de mode de calcul de la rente. Ce que je peux vous dire, c'est que techniquement, évidemment, que non seulement on a analysé cet accord, on s'est efforcé de bien le comprendre, on a partagé avec l'ensemble des signataires. Et vous m'interrogez sur le caractère réalisable techniquement. Alors oui, on est capable de retranscrire cet accord. Évidemment, la question qui est posée et qui va se dénouer là dans les semaines qui viennent avec vous, c'est sa place dans l'équilibre de la branche. S'agissant de la sous-déclaration, effectivement, vous avez pu prendre connaissance dernièrement du rapport de la commission qui évalue le montant de cette sous-déclaration. Donc le rapport vous a été transmis très récemment. Hein. Donc, et effectivement, il fait évoluer assez considérablement. Il déplace de plus de 800 millions d'euros la fourchette basse, parce que c'est une fourchette d'évaluation du montant estimé de sous-déclaration de l'accident du travail, donc qui quelque part donc pèse sur la branche maladie et non pas sur la branche ATMP, d'où le transfert dans l'autre sens que nous organisons chaque année dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Alors vous me direz, votre question c'est pourquoi ça continue d'augmenter alors qu'on fait tant d'efforts. Vous savez, c'est un peu comme pour la réforme des retraites. Le déficit se creuse alors qu'il y a une réforme, mais ça aurait été pire s'il n'y avait pas eu de réforme. Et ben c'est pareil avec la sous-déclaration. La sous-déclaration augmenterait encore plus s'il n'y avait pas tous ces efforts des partenaires sociaux pour la réduire. Néanmoins, il y a des tendances à la hausse qui sont des tendances, on va dire, spontanées, qui guident l'ensemble des dépenses de santé. L'effet prix, quand on revalorise les montants des salaires à l'hôpital ou le prix des consultations, ça impacte aussi les comptes de la branche ATMP qui recourent aux mêmes services de soins. Vous avez des effets épidémiologiques qui font que... donc les deux effets que je viens de vous citer expliquent plus de la moitié, les 2/3, de cette évolution de l'évaluation du montant de la sous-déclaration. Et vous avez tout le détail dans le rapport de cette commission. S'agissant de la branche famille, je ne dispose pas des chiffres sur lesquels vous m'avez interrogé, on pourra éventuellement les retrouver. Malheureusement, vous savez que l'évolution de la natalité fait que, assez spontanément, c'est pas la dynamique de cette dépense qui menace l'équilibre des comptes sociaux en général et de la branche famille en particulier. Donc, c'est vrai que la dynamique des dépenses de la branche famille est ralentie par la trop faible dynamique de la natalité dans notre pays. Alors à ce stade, je dois dire, s'agissant des familles nombreuses, que nous avons un système qui effectivement permet de cumuler pas mal de prestations et que notre prisme d'analyse dernièrement, et notamment les missions parlementaires qui ont eu lieu sur ces sujets-là, était porté plutôt sur la façon dont la branche famille soutient les familles monoparentales, quel que soit leur nombre. Donc j'ai pas d'évaluation plus récente à vous communiquer. S'agissant des dépenses de prévention, je ne peux que vous confirmer qu'effectivement, ce sont des dépenses presque d'investissement de notre système de santé, puisqu'elles ont un effet à
moyen, long terme, mais parfois elles ont un impact à court terme. Et je vais en mentionner une. Lorsque nous admettons au remboursement à un prix élevé, puisqu'il est facturé aux patients en pharmacie, un traitement préventif contre la bronchiolite, par exemple, là, pour le coup, l'économie, non seulement l'impact en santé d'abord, me direz-vous, mais l'économie sur nos systèmes de santé, elle est constatée l'hiver qui suit dans la non-saturation des services de réanimation. Donc la prévention, parfois, ça rapporte même à court terme. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Crécile Bofonti-Dossa. Merci, monsieur le directeur. Merci, vous avez déjà répondu à l'une de mes questions. Je vous en remercie. Le solde des régimes obligatoires de base et de fonds de solidarité vieillesse marque un déficit de 10,8 milliards en 2023, qui se creuse considérablement car il atteint le montant prévu initialement pour 2027. Entendez-vous retenir les préconisations de la Cour des comptes qui mentionnent des pistes intéressantes visant, par exemple, à maîtriser les dépenses liées à l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et à simplifier la réglementation en la matière. Ces arrêts de travail qui, en 2022, ont augmenté de 8,2%. Pouvez-vous nous éclairer sur ce thème? Et puis, j'aurais une deuxième question moins technique, mais tout aussi intéressante. J'ai entendu la semaine dernière sur une chaîne de grande écoute que l'Allemagne mettrait 7 ans à rembourser les dettes de la Covid. On a évoqué aussi le nombre d'années de la France, que je n'ose dire pour que mes collègues ne poussent pas des cris d'orfraie. J'espère avoir mal entendu et par conséquent, pouvez-vous nous éclairer aussi sur ce sujet? Merci, monsieur le directeur. Merci beaucoup. La parole à Raymond de Poncémange. Oui, merci, monsieur le président. Merci, monsieur le directeur. Alors, une petite remarque, vous avez dit que face au choc inflationniste, qui est effectivement, avec les revalorisations des prestations et du côté dépenses, vous avez une moindre dynamique des recettes selon l'évolution des salaires. Donc j'en déduis que les salaires ne suivent pas le choc inflationniste. Bon, c'est un constat. Mais s'il ne suit pas aussi les recettes, ce n'est pas simplement parce que les augmentations générales de salaire sont moindres, c'est parce que la Cour des comptes l'a bien pointé. Depuis 2017, nous avons une explosion des exonérations de cotisations et des effets sur les assiettes aussi de cotisations non compensés. C'est vraiment le non compensé depuis 2017 qui explose. Et quand la Cour des comptes dit qu'effectivement, en quelques années, les exonérations non compensées par le budget de l'État, donc qui sont une perte sèche là pour la Sécu, ont augmenté de 9 milliards de 2018 à 2022, si j'ai bonne mémoire, et que le déficit de la Sécu, dans le même temps, a augmenté de 6 milliards, je remarque que les exos non compensés ont augmenté de 3 milliards de plus que l'évolution du déficit. Alors moi, je veux bien, après, qu'on se tourne auprès des salariés en leur disant qu'il va falloir payer passer les jours de carence de 3 jours à 1 semaine. Il faudra peut-être leur expliquer que dans les primes dites Macron, puis ensuite primes de pouvoir d'achat, puis ensuite primes de partage de la valeur, oui, je vais terminer, mais il faut que la question soit claire, que celles-ci, s'ils sont contents d'avoir un net qui est presque proche du brut, ils vont le payer en jours de carence parce qu'il faudra retrouver des recettes. Alors moi, j'aimerais savoir, ma question est, la Cour des comptes va jusqu'en 2022, qu'est-ce qu'il en est de 2023? Est-ce que vous pouvez nous donner le montant des exonérations depuis 2017, puisque le manque à gagner en 2022 non compensé, je dis bien non compensé, était déjà de 18,8 milliards, il est combien? Et qu'on pourra rapporter comme ça au déficit de la sécurité sociale. Et ce montant non compensé,
cette explosion sous Macron, et que nous promet d'ailleurs le ministre de monter le pouvoir d'achat avec ses primes non compensées, qui tuent la sécurité sociale, moi j'aimerais la voir par branche, c'est-à-dire combien cela coûte à chacune de nos 5 branches. Et je sais que pour les heures supplémentaires non exonérées, ça coûte essentiellement à la branche retraite. Et dernière chose, puisque on dit, et vous savez pour les primes non compensées, tout ça, qu'elles sont, la CAE et l'INSEE dit dès à présent que pour un tiers minimum, elles viennent en substitution des augmentations de salaire qui, elles, donnent des recettes à la sécurité sociale. Et moi, j'aimerais savoir dans les évaluations justement des niches, l'évaluation des exonérations au-delà de 1,6 du SMIC, l'évaluation dont beaucoup disent qu'elle est marginalement inefficace sur l'emploi. Et d'ailleurs, combien coûtent les exonérations à partir de 1,6 jusqu'à 2,5, voire 3,5 du SMIC? Je vous remercie. Merci. La parole à Florence Lassarade. Merci, Monsieur le Président. En tant que présidente du groupe, merci, Monsieur le Directeur. En tant que présidente du groupe d'études sur le cancer, je suis préoccupée par la question de l'accès aux tests de diagnostic moléculaire par les patients. La réalisation de ces tests est recommandée par les sociétés savantes car ils permettent de déterminer quelle thérapie ciblée pourra convenir à un patient souffrant d'un cancer. Mais ces tests sont coûteux et leur prise en charge n'est que partielle dans le cadre du RIHN, le référentiel des actifs innovants hors nomenclature. Les établissements de santé doivent supporter un important reste à charge et ils nous ont vraiment alertés là-dessus. Et du coup, ça freine l'utilisation de ces tests. La Cour des comptes a questionné la pertinence du modèle de financement actuel et suggéré de le revoir dans son dernier rapport sur l'application des lois de financement de la Sécu. Est-ce que la question d'un meilleur accès à ces tests moléculaires en réévaluant le modèle de leur prise en charge fait partie de vos réflexions? Par ailleurs, toujours en tant que présidente du groupe cancer, mais sur ma région Nouvelle-Aquitaine, j'ai été alertée par la baisse cette année des fonds alloués au dépistage systématisé. Est-ce parce que la CPAM prend le relais sur certains éléments? En tout cas, localement, ça va désorganiser complètement l'organisation, par exemple, de la deuxième lecture d'un dépistage du cancer du sein. Enfin, les radiologues en particulier sont extrêmement inquiets de ces baisses d'allocation. Par ailleurs, comme rapporteur sur l'aide médicale d'État, je voulais vous interroger sur la question du projet de transformation de l'AME en AMU qui relève de la loi et qui a été abandonné l'année dernière lors de l'examen du projet de loi immigration. Des réflexions pour faire évoluer l'AME semblent être envisagées par le Premier ministre. Madame Elisabeth Borne avait déjà indiqué au président du Sénat dans un courrier de décembre 2023 avoir demandé au ministre concerné de préparer des modifications réglementaires et législatives du dispositif de l'AME. À ce stade, et sans préjuger des arbitrages du gouvernement, quelles vous semblent être les évolutions envisageables par voie réglementaire et sans passer par le Parlement? Merci. La parole à Bernard Jumet. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai quelques questions, mais je voudrais aussi réagir à plusieurs de vos propos. D'abord, vous avez introduit votre propos sur la nécessité d'équilibre des comptes de la Sécu. Et nous, on vous rejoint complètement sur ce sujet. On l'a porté d'ailleurs à chaque LFSS précédente, le fait que de mettre la Sécu en déficit était pour nous un choix politique. Et je constate que la Cour des comptes, elle, si elle ne parle pas de choix de politique, exprime le fait que c'est contraire aux principes fondamentaux de la sécurité sociale et pointe un défaut de volonté politique dans le retour à l'équilibre des comptes sociaux. Donc après, la méthode de retour à l'équilibre, évidemment, ne fera pas accord sur tous nos bancs, mais en tout cas, il faut souligner que la sécurité sociale n'a pas vocation à être en déficit et qu'on doit trouver les recettes qui compensent les dépenses. On n'a pas le PLFSS, mais on a quand même la LAX. C'est quand même là-dessus qu'on va devoir débattre. Et je voudrais dire, y compris à chacun de mes collègues, au président de notre commission, qu'on est dans un mode d'examen qui est extrêmement dégradé. La LAX aurait dû être examinée au printemps. Le gouvernement de Gabriel Attal l'a transmise en retard, d'où une inscription tardive au mois de mai qui a été interrompue
par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et on se retrouve, on va devoir délibérer au mois d'octobre, il me semble, oui, octobre, on ne peut plus avant, c'est trop tard maintenant, ça ne peut plus être septembre, de la LAX 2023, le principe de la loi organique et la lettre n'est pas respecté. Et donc on est dans un désordre des comptes sociaux qui est aussi la conséquence d'un désordre politique et d'une absence de pilotage de nos comptes sociaux. Je voudrais vous interroger sur la question de l'effet de l'inflation, puisque vous avez souligné que l'inflation avait eu en gros un effet sur les dépenses, donc sur les coûts. Mais depuis quelques mois, et quasiment début de l'année, on constate que les salaires progressent maintenant plus vite que l'inflation. Et donc que les rentrées, les recettes, vont progresser plus vite. Le salaire moyen par tête, le SMPT, est en progression relativement forte, ce qui est un facteur d'accroissement des recettes. Donc pouvez-vous évaluer l'impact maintenant de cette deuxième phase de la crise inflationniste, la fin de l'inflation et la progression des salaires sur les comptes sociaux? J'ai une question sur les indemnités journalières. Parce qu'on n'a pas donc les PLFSS, mais on a aussi les comptes mensuels de la sécurité sociale. Les derniers dont on dispose, c'est au 30 juin. Enfin, nous, on n'a pas le document au 30 septembre, mais ça, on donne acte qu'il ne soit pas encore disponible. Et dans ce document d'analyse de l'évolution des comptes mensuels de la sécurité sociale, il est relevé que les indemnités journalières progressent de 4,3%. Il est indiqué que c'est dû en particulier à la progression du salaire moyen par tête. Le salaire augmente, les indemnités journalières, elles augmentent. Donc une partie des 4,3 déjà est due à la progression du salaire. Et puis il est noté qu'il y a une part qui est due aussi à la progression en volume. Et en précisant que ce sont particulièrement les arrêts de maladie de plus de 3 mois. Donc on n'est pas dans la prescription d'arrêt maladie aigu de quelqu'un qui a une pathologie aiguë et qui va s'arrêter une semaine. On est dans du plus de 3 mois. Donc quelle est votre analyse sur la progression? Avez-vous une connaissance précise et certainement de la tranche d'âge concernée et une analyse plus précise de la progression de ces arrêts maladie de plus de 3 mois? Ça nous changera du discours sur les médecins sont responsables et on va en contrôler 7000 et ça ira mieux. Et puis, un autre point, vous avez indiqué comme un facteur favorable que l'activité hospitalière était dynamique. Je veux bien qu'en termes de compte, ça puisse être un indicateur favorable. Les hôpitaux vont avoir plus de recettes, enfin quelqu'un va devoir payer quand même les recettes des hôpitaux, il me semble. Mais je trouve, et ça fait le lien avec ce que disait mon collègue Olivier Henno, a voulu un peu caresser le thème de la prévention, mais de façon très discrète. Mais au fond, est-ce que ce type d'analyse n'est pas le marqueur d'une sécurité sociale qui oublie un peu ses fondamentaux, qui est de réfléchir à la socialisation des risques dans notre pays, mais aussi à aborder le risque et à le gérer au bon moment, je dirais, pour éviter qu'il entraîne une atteinte de l'état de santé de la population, des accidents de travail, etc., enfin tous les risques de la sécurité sociale, mais surtout qu'ils préviennent ces risques. Et le virage de la prévention qu'un ministre, François Braun, avait beaucoup porté, mais enfin il n'a pas eu le temps comme les autres de faire grand-chose, où en sont les réflexions de la sécurité sociale sur cette question? Parce que pour le moment, on n'entend pas dans les discours, un peu dans les discours du DG de l'assurance maladie, il faut lui donner acte. Mais sinon, on n'entend pas, on n'a pas entendu dans votre discours d'analyse sur le virage de la prévention, sur la mise en place de politiques de prévention. Vous avez cité le Beyfortus, voilà, en point annexe, mais moi je vous en citerai un autre. Quand dans les hôpitaux australiens, on embauche beaucoup plus d'infirmières pour augmenter le nombre de soignants par patient, on investit 80 millions et on récupère 110 millions au bout de 3 ans. Et donc à moyen terme, c'est à peu près toujours rentable. Mais comment piloter à moyen terme dans les conditions politiques actuelles? Monsieur le directeur, je vous laisse répondre à cette série de questions. Merci. Alors, s'agissant de la question des arrêts de travail qui fait se rejoindre la première et la dernière question, alors je suis pas on a pris connaissance bien sûr des propositions de la Cour des comptes, mais je ne suis pas vraiment en mesure de vous partager d'éventuelles décisions faisant suite à ces recommandations. Par contre, effectivement, on a bien observé que la dynamique de ces dépenses, mais il faut, une fois qu'on la retraite de l'effet prix que vous avez indiqué, monsieur le sénateur, puisque comme c'est à proportion du salaire et selon un plafond qui est indexé lui-même sur le SMIC, les évolutions
les revalorisations du SMIC et les revalorisations des salaires ont un impact sur cette dépense à comportement inchangé. Donc ça, une fois qu'on retraite ça, la chose qu'on regarde après, c'est les effets d'âge, effectivement. Et c'est vrai que plus l'emploi des seniors se développe et plus la probabilité d'avoir un arrêt maladie augmente. Et donc inversement, on a aussi sur le marché du travail de plus en plus de jeunes par le développement de l'apprentissage, par exemple. Donc en fait, ces effets se combinent. Ils sont naturels, effectivement, là aussi, et ne reflètent pas une dynamique différentes de recours. Mais une fois qu'on a retraité de tout cela, il reste quand même, quel que soit l'âge, un taux de recours, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, aux arrêts de travail qui est généralement plus élevé. Voilà. Et ça, franchement, je ne sais pas vraiment. On y travaille, bien sûr, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, à essayer de décrypter ces chiffres. Mais voilà, une fois qu'on a enlevé l'effet de prix totalement normal et l'effet de structure d'âge qu'on s'est parfaitement retraité, il y a d'une manière générale un effet volume qui reste et qui est important et qui explique la dynamique assez atypique de ces dépenses. S'agissant de la dette Covid sur laquelle vous m'interrogiez, en réalité, ça a été l'objet du dernier transfert de dette à la CADES. Et donc, le terme du remboursement de cette dette est désormais fixé à 2033. Si vous consultez les documents annexés je crois, au dernier PLFSS sur la dynamique d'amortissement de cette dette par la CADES, elle se fait à rythme prévu, même un petit peu plus vite que prévu, puisque ce que dit la CADES, vous savez, on a toujours une marge de précaution, tout dépend du taux auquel voilà, on s'endette, mais la CADES pourrait être en mesure, même dès 2032, d'avoir remboursé cette dette qui lui a été transférée. Et ça figure déjà dans l'annexe qui va être actualisée, bien sûr, dans le prochain PLFSS consacré à la CADES. S'agissant des exonérations non compensées et du rapport de la Cour des comptes, effectivement, il ne passe pas inaperçu ce rapport et on l'a bien vu. Et les chiffres qui sont présentés sont vrais, ils ont été discutés avec nous et on n'a pas de contestation à émettre à cet égard. S'agissant du coût des allègements généraux, je vous renvoie à un éclairage qui figure dans le rapport de la Commission des comptes du mois de mai dernier et qui détaille à la fois le coût de ces allègements, leur évolution, effectivement une dynamique très forte liée à, vous savez que l'échelle de ces allègements est indexée sur le SMIC. Donc toutes les revalorisations du SMIC et le tassement des salaires qui s'en est suivi ont un impact très élevé sur le coût des allègements généraux, qui est désormais derrière nous, mais qui est quand même effectivement important et qui est analysé dans cet éclairage. Et s'agissant du projet de loi qui vous est soumis, d'approbation des comptes de la Sécu, l'annexe 2 détaille, c'est précisément le coût de ces exonérations. Effectivement, il ne présente pas un historique par rapport à la demande qui est la vôtre, mais évidemment, dans le cadre d'un questionnaire, on est parfaitement capable de vous adresser cet historique, bien sûr. Je n'ai pas la réponse, peut-être, Delphine, as-tu la réponse à votre question sur les tests diagnostiques moléculaires? Je ne suis pas absolument certaine d'avoir compris la question, donc on y répondra bien sûr ensuite par écrit. Mais en tout cas, si vous parlez des tests moléculaires en oncologie et des recherches sur les biomarqueurs, en fait, ce sont des actes qui sont financés sur un dispositif spécifique qu'on appelle le RIHN pour les actes hors nomenclature et donc qui sont normalement financés. Donc c'est là où Voilà, et avec une enveloppe effectivement fixe et dont l'objectif, en fait, progressivement, c'est qu'à fur et à mesure que ces actes se développent, que ce soit financé dans les dépenses de ville généralisées, et donc plus à enveloppe fixe. Mais tout ceci nécessite des réévaluations des tests par la Haute Autorité de Santé. Et donc spécifiquement sur ces tests-là, je ne saurais pas vous répondre avec plus de précision, si ce n'est que de dire qu'ils sont financés via ce vecteur-là et que ça a vocation à être financé ensuite par les dépenses de ville. Et vraiment, j'insiste sur le fait que s'agissant des fonds alloués au dépistage des cancers, ils n'ont pas diminué. Il y a eu effectivement, vous l'avez mentionné, une réorganisation. C'est-à-dire que les caisses primaires d'assurance maladie assurent désormais une partie des missions qui étaient auparavant confiées au CRCDC. Je pense que c'est à ça que vous faites référence. Donc, les moyens ont été réalloués des CRCDC
aux caisses d'assurance maladie, mais il n'y a pas de mesure d'économie sur ce sujet-là, qui est, comme vous l'indiquez, un sujet majeur, puisqu'il nous faut au contraire améliorer la dynamique de dépistage pour prévenir davantage les cancers et ainsi non seulement améliorer l'état de la population, mais comme l'indiquait aussi votre collègue tout à l'heure, in fine aussi réduire les dépenses liées à la prise en charge de ces cancers. Alors, l'aide médicale d'État, vous savez, n'est pas du tout dans le champ des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, effectivement, ce n'est pas l'objet ni de tests d'approbation, ni des textes à venir, sur lesquels on aura l'occasion d'échanger. Pour autant, s'agissant des évolutions sur ce sujet, notre on pourrait dire, ouvrage de référence à date reste le rapport qu'ont publié conjointement messieurs Evin et Stefanini, dans lequel vous trouverez des propositions d'évolution. Quand même, ce rapport commence d'abord par constater que ce dispositif est utile et n'est pas, voilà, ce que parfois on entend dans le débat public, une voie béante, voire incitative à l'immigration illégale. S'agissant de l'inflation et des salaires et de leur effet combiné sur les comptes sociaux, à risque, mais vraiment de manière brève et synthétique, parce que c'est un sujet de dissertation sur lequel on pourrait s'étendre longuement. Est-ce que tu peux donner quelques éléments ? Oui. En fait, le vrai sujet, c'est en effet la différence entre l'évolution des salaires et de l'inflation dans le cas d'un choc d'inflation qui a été pour l'essentiel importé depuis début 2022, donc un choc asymétrique des économistes. Et ce qu'on a observé en 2022 et encore en 2023, c'était en effet des salaires qui augmentaient en deçà de l'inflation. Je reprends les chiffres qui sont annexés au projet de loi de finances. On avait un salaire économique, donc corrigé des effets de l'activité partielle, à 3,5% en 2022, pour une inflation à 5,3%, et en 2023, un salaire économique, là encore, retraité des effets d'extinction de l'activité partielle à 4,4%, pour une inflation qui est encore à 4,8%, donc un retard des salaires sur l'inflation, et donc de nos recettes pour la sécurité sociale, alors qu'une bonne partie des dépenses de la sécurité sociale sont indexées, soit en temps réel, ça a été le cas avec la revalorisation anticipée des prestations sociales en juillet 2022, soit avec un effet de décalage de l'ordre d'une année dans les dispositions en vigueur. S'agissant de l'ONDAM, il n'y a pas une indexation explicite bien entendu, mais l'ONDAM est également très sensible à l'inflation, notamment au titre des rémunérations, notamment en établissement, mais aussi en ville, ou pour la question qui nous occupait sur les arrêts de travail, les indemnités journalières. Donc normalement, il y a des analyses qui sont assez synthétiques, qui sont présentées là encore en CCSS, et je pense que le prochain rapport, le secrétaire général souhaite en effet qu'on accentue, il a déjà commencé en mai dernier, l'analyse économique de ces conséquences, un peu maintenant qu'on a du recul depuis 2022. Donc voilà, ces choses sont présentées. Et puis, puisque j'ai répondu à votre question sur les indemnités journalières en même temps que celle de votre collègue, s'agissant de la dynamique que je présentais comme étant favorable de l'hôpital, alors effectivement, c'était plutôt une réflexion d'ordre sanitaire que comptable, puisque sur le plan comptable, une dynamique supérieure à ce qu'on avait pensé à l'hôpital est plutôt source de dépenses supplémentaires et imprévues sur les comptes sociaux. Mais le sens de mon propos n'était pas tant de me réjouir que des gens aient besoin de l'hôpital. Évidemment, tout ce qu'on peut faire pour éviter cela et les dépenses de prévention à cet égard sont éminemment utiles, mais visait plutôt à illustrer une préoccupation qui, je crois, est la nôtre ici, qui est de voir l'hôpital retrouver un rythme d'activité cohérent avec les besoins de la population, qui, même si on peut les infléchir, bien sûr, par une bonne prévention, est quand même une préoccupation commune. Et vous savez, on n'a pas encore retrouvé les niveaux d'activité qui étaient les tendances précédant la crise. Donc le fait qu'on rejoigne ces niveaux d'activité, on a quand même le sentiment que c'est plutôt la nouvelle que l'hôpital retrouve des capacités d'offre de soins qui sont celles qu'on attend de l'hôpital dans notre pays. Voilà, c'était simplement le sens de ma réflexion et n'y voyez pas une remise en cause, au contraire des politiques de prévention. Très bien. Alors, il nous reste 4 intervenants. Monsieur le directeur doit nous quitter dans 2-3 minutes, parce que je crois que vous êtes attendu au Conseil des dépenses publiques. Ce que je vous propose, c'est que les 4 intervenants, vous posez vos questions de façon restreinte et nous aurons une réponse écrite. D'accord? Donc, je me chargerai de vous transmettre. Alors, je commence par Justine Guidel. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, moi j'ai 2 petites questions à vous poser, notamment sur la prévention et la simplification des normes. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de simplification en cours ou à venir, notamment dans les secteurs identifiés comme à risque, comme celui des audioprothèses ou des centres dentaires?
Et ma deuxième question, aussi rapide, l'articulation entre fraude, abus et erreur. Le rapport insiste sur la distinction entre fraude, abus et erreur non intentionnelle. Comment la sécurité sociale adapte-t-elle ses dispositifs pour mieux identifier et traiter ces trois situations distinctes tout en évitant de pénaliser les usagers de bonne foi? Je vous remercie. Merci, Qualifié. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur. Le Sénat a publié il n'y a pas longtemps un rapport d'information sur la financiarisation de la médecine. Je souhaiterais connaître votre appréciation sur ce point et comment vous l'abordez, surtout du point de vue comptable, s'il y a si vous avez constaté quelque chose qui pourrait expliquer cette augmentation de l'Ondam, entre autres. Donc c'est le sens de ma question pour essayer vraiment de converger et d'avoir une idée plus précise de ce que nous avons fait au Sénat. Merci. Merci, Céline Brulin. Merci, Président, Monsieur le Directeur. Sur deux points qui ont été en partie évoqués, l'Ondam et les indemnités journalières. Vous avez dit, si j'ai été attentive, que en prenant l'exemple de l'inflation et des revalorisations salariales dans le milieu hospitalier, qu'il était impossible sur l'Ondam d'une année d'absorber les 1,6 milliard qui recouvrent ces augmentations et ces revalorisations salariales. On pourrait dupliquer l'exemple sur d'autres sujets, puisque l'inflation n'a pas impacté que les salaires, ça vient d'être démontré, vous venez de le dire. Dès lors, dans quelle mesure, alors j'ai bien conscience que ce n'est pas vous qui donnez les orientations politiques, mais comment peut-on, de manière comptable, prendre en compte cette absorption dans le temps sur des Ondam successifs, ce qui me semble manquer dans les objectifs qui sont donnés actuellement et la manière dont ils sont construits. Et sur les indemnités journalières, vous avez dit dans un premier temps qu'il était extrêmement compliqué de décrypter et d'identifier la raison des augmentations qu'on constate. Puis vous avez précisé un peu en parlant à la fois, là encore, des augmentations salariales et de l'âge de départ en retraite qui recule et qui forcément a un impact sur la santé des gens au travail quand ils sont plus âgés. Ça me semble, en tout cas, le manque de précision, qui n'est pas de votre fait, mais le fait qu'il soit difficile de décrypter à l'instant T ces éléments-là me semble contradictoire avec le fait que dans le débat public ait été posé le fait que la réduction des indemnités journalières était un des principaux leviers d'économie sur les comptes sociaux. À quel stade pensez-vous qu'on pourra préciser ce qu'il en est exactement de ces différents paramètres? Merci. Merci. Pour terminer, Dominique Théophile. Le micro. Une question rapide sur l'évaluation de la vente à l'unité des médicaments, puisque c'est une difficulté en France d'élargir ce dispositif. Et quel est le poids, déjà, si vous avez déjà cette évaluation de la réduction des dépenses? Bon, très bien. Donc, j'ai un engagement du directeur d'avoir une réponse. On recevra un mail, on vous les transmettra pour les dernières questions, puisque là, le changement d'horaire du haut comité fait que ça nous limite le temps d'intervention. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et puis, je pense qu'on va très vite vous revoir, parce qu'on a beaucoup de sujets d'actualité. Vous avez déjà les thèmes sur la table, et donc nous attendons avec impatience le budget présenté. Merci et donc à très bientôt. Merci. Très bien. Alors maintenant, j'ai quelques nominations concernant notamment les rapporteurs PLFSS et les rapporteurs pour avis PLF.